magazine Semel chez vous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette émission. Alors, un mouvement terroriste du M23 se signale à Kisigari. Nous sommes là dans les territoires de Rutshuru. Ces derniers est auteur d'un énième massacre terroriste M23 sur les populations de ce coin. Le drame s'est passé dans la nuit du 9 au 10 octobre dernier, renseigne un communiqué de FARDC. Alors, la question posée ici est jusqu'à quand la RDC va continuer à user de la politique de dénonciation et de plainte face au mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Aussi, quid de l'ultimatum du gouvernement à ce terroriste qui est donc de quitter ou qui était de quitter le sol congolais en date du 24 septembre, une date qui est largement dépassée. Alors nous allons aussi revenir sur le départ de l'UAC d'ici le 8 décembre 2023 selon le gouvernement congolais. Est-ce une réponse aux attentes ou encore à la demande de la population? Notre invité essaiera de répondre à cette question. Et pour finir, nous allons revenir sur les élections. Une fois ici à Kinshasa, nous allons parler élections et plus précisément de la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi face au leader de l'opposition. Je le dis pour en parler. Cette émission a reçu pour vous Monsieur Félix Kayembe. Il est cadre au sein du parti politique UDPS. Il est aussi coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Monsieur Félix, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Je pense que nous sommes pendant une période très cruciale de notre vie politique, de notre vie étant nation, et nous croyons certainement qu'on aura à répondre à toutes les questions que vous allez nous poser. C'est pour moi l'occasion de saluer le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba et toutes les combattantes et combattants qui nous suivent pendant ce moment, et aussi bien tous les peuples congolais, parce que cette chaîne est suivie par tout le monde et dans tous les pays. Très bien, merci. Avec moi, Nathan Kionza pour la coprésentation de cette émission. Souffrez qu'il coprésente encore cette émission avec moi parce que c'est une émission qui est coprésentée. Nathan, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Madame Tania, bonjour à Monsieur Félix Kayembe. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, merci beaucoup très cher Nathan. C'est pour moi une joie immense de retrouver encore ce plateau, surtout votre idiot, Madame Tania et vous-même Nathan. Je pense que nous sommes de retour parce qu'il ne faut pas que nous puissions laisser les temps aux féticheurs, aux marabouts qui passent dans des studios de radio, télévision en train de parler. Pourtant, pendant ces temps, ce pays a été dédié à Dieu par son excellence, Monsieur le Président de la République Félix Tshisekedi. C'est lui qui sera une fois de plus consommer sa modération le 20 décembre 2023. Ce n'est pas la campagne, mais ce qui est vrai est que nous sommes contents du fait que nous l'avions accompagné le samedi à la CENI pour le dépôt de sa candidature majeure face aux candidatures mineures. Donc, c'est tout ce que j'allais dire. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Félix Kayembe. Surtout, vous êtes en bonne santé. Alors, à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Mais toi aussi, je t'ai vu, tu as beaucoup grossi. Hein. Tu es le bilan de Tshisekedi. Ça, c'est intéressant. Merci. Moi, j'ai toujours presque cette même santé, ce même poids. Alors, merci aussi à vous qui nous suivez de partout à travers la République. Très bien, merci. Alors, Monsieur Félix, vous êtes congolais et quinois aussi. Nous aimerions avoir votre lecture sur la motion de défiance qui est en train d'être analysée par le député provincial contre le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Merci beaucoup, Madame Tania, pour la question. Je pense que les députés sont indépendants. Ça, il faut le dire. C'est eux qui sont organes de contrôle de l'exécutif provincial, et si il trouve qu'il y a des griefs qui sont reprochés à M. Ngobila, c'est à eux de voir comment est-ce qu'il faut régler cela. Mais je ne veux pas que nous puissions tomber encore dans ce que nous avions connu il y a une année, 2 ans passés, où les députés étaient devenus comme des gens qui faisaient du commerce pour faire partir les gouverneurs, même à l'occasion de rien. Et c'était une crise qui a été décriée par le chef de l'État lui-même, de fait qu'on s'était retrouvé au moins dans 14 provinces sans gouverneur,
Et cela avait retardé le développement de certaines provinces. Et donc, je crois que cette question, il faudrait que nous puissions l'analyser avec beaucoup d'objectivité, que les députés ne soient pas là juste pour faire des chantages. Et s'il n'y a pas une réaction allant dans le sens où ils veulent qu'ils puissent faire partir les gouverneurs, je ne suis pas d'accord. D'autant plus que nous sommes déjà pendant une année électorale, nous sommes pendant une période de la pré-campagne, et donc il ne faudrait pas que nous puissions créer des soubresauts aujourd'hui. Imaginez-vous s'il faut faire partir Ngobila aujourd'hui. Est-ce qu'il faut encore que la CENI dépense de l'argent pour organiser les élections au niveau, bien entendu, de la ville-province de Kinshasa pour les gouverneurs? Ça va prendre combien de temps? Est-ce qu'il faut laisser l'adjoint continuer, ou soit c'est les deux qui vont tomber? Donc ce sont des questions qu'il faut essayer que nous puissions voir cela avec beaucoup d'objectivité, comme je l'ai dit, mais aussi penser quand même à ces peuples quinois qui ont tellement souffert avec tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Donc voilà d'où la question, vous-même étant que Congolais, observateur, êtes-vous satisfait de la gestion du gouverneur? Écoutez, dire que je suis content, ça serait quand même insulter les Quinois, parce que il faut dire que c'est plus le gouvernement central qui fait un travail de titan sur le terrain. Il y a des routes qui sont à l'attribution de l'hôtel de ville, qui doivent être réhabilitées, mais ces routes-là ne sont pas réhabilitées. Il ne faut pas dire aussi qu'il a échoué sur toute la ligne. Donc, c'est qu'il a fait des positifs, et aussi il y a d'autres choses que nous décrions cela. Je pense qu'il faudrait que nous puissions quand même voir les choses d'une manière tout à fait responsable, mais que si réellement il est dans une certaine mégestion selon les députés provinciaux, et donc c'est surendettement. C'est à eux de s'en décider là-dessus, parce que ce sont les députés qui sont un organe, comme je l'ai dit, de contrôle pour, bien entendu, l'exécutif provincial. Mais je l'ai suivi aussi à la télévision, où il a dit il n'a aucune dette, mais plutôt il avait trouvé des dettes de son prédécesseur. Il est en train d'appuyer d'ailleurs cela. Est-ce vrai ou ce n'est pas vrai? Nous ne sommes pas devant un tribunal pour que nous puissions les juger. Qu'il y ait peut-être la Cour des comptes qui peut faire son travail, qu'il y ait les audits qui doivent faire aussi le travail pour que l'on puisse alors établir, si vous voulez, la responsabilité des uns et des autres. Alors, M. Félix Kaimi, moi, je voudrais justement avoir votre lecture sur cette guerre entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Quel est votre avis à ces sujets? Et pour moi, c'est quand même un théâtre de mauvais goût qu'on n'en a pas besoin. Vous savez, le Congo, soit la ville-province de Kinshasa, tellement beaucoup de défis à relever. Et lorsque les deux grandes responsables autorités au sommet de la ville, c'est-à-dire l'un au gouvernorat et l'autre à l'Assemblée provinciale, font ces jeux de ping-pong, moi, ça me met mal à l'aise dans ma casquette, bien entendu, de l'homme qui défend les pouvoirs, de l'homme du régime. Comme je l'ai toujours dit, moi, je suis quelqu'un du régime, je ne suis pas quelqu'un du pouvoir. Parce que ce régime est le nôtre, ce régime, c'est les fruits de mes entrailles. Nous avions milité pour que nous puissions être là où nous sommes. Et voir les gens se tirailler au sommet de la ville, ça me fait mal. Parce que le temps de réfléchir pour engager des grandes réalisations, des grandes actions, ils sont là en train de se tirailler. Les Quinois n'ont pas besoin de cela. Il faudrait que lui, Godin Poyi, qui est président de l'Assemblée provinciale, il a les pouvoirs, bien entendu, c'est Ngobila. Et donc, s'il trouve que Ngobila ne gère pas bien la ville par rapport à tout ce qu'il lui reproche comme grief en termes de gestion, il a les marteaux, il a les stylos, il a aussi les micros. Donc, vous comprenez ce que j'avais dire. Alors, qui était passé à la télévision, à l'église, parler, nous n'avons pas besoin de cela. Il faudrait que la jeune classe politique montante puisse avoir des références et des modèles. Mais lorsque nous sommes en train de vivre cela, l'un répond, l'autre réplique, au lieu de gérer la ville, de trouver des solutions aux Quinoises
aux Quinois, par rapport aux problèmes qui sont les nôtres. Nous avons des inondations, nous avons des avenirs qui posent problème, nous avons les marchés et tout. Je pense que ce sont des questions d'ordre public qui doivent être traitées avec beaucoup de rigueur que de nous livrer ces genres de théâtre. Nous, en tout cas, nous déplorons cela. Très bien. Alors, je le dis, le FARDC signalé comme ça un énième massacre de terroristes du M23 dans la nuit du 9 au mardi 10 octobre qui a fait 7 morts. Et tout d'abord, Monsieur Feli, nous aimerions avoir votre analyse sur cette question d'insécurité grandissante. Merci beaucoup, Madame Tania. Je ne veux pas que vous puissiez parler des massacres de FARDC face, bien entendu, au M23. Les M23, nous les qualifions de terroristes, ou terrorisme si vous voulez. Les M23, nous les qualifions des agresseurs. Donc, c'est le Rwanda qui nous agresse. Justement. Et nous sommes dans l'ultime défense, bien entendu, de défendre notre pays. Ça, il faut le souligner en tant que tel. Mais il ne s'agit pas d'une question légère. Il faut dire que notre pays est en train de connaître une imitation en termes, bien entendu, de la sécurité. Parce que à l'est du pays, il y a un changement aujourd'hui. Nous sommes en train de fixer l'ennemi avec l'armée et aussi bien les jeunes résistants que nous saluons d'ailleurs en passant et que nous encourageons, en train de fixer l'ennemi et de déloger l'ennemi dans beaucoup d'endroits où ils étaient. Il y a 15-20 minutes, je viens d'avoir une information qu'on vient de déloger l'ennemi à la montagne de Kigali. On appelait Kigali parce que il y avait un coup d'abattoir là-bas. On vient de les déloger encore là-bas. Je pense que le problème ici, c'est de dire que le chef de l'État, lui qui est le commandant suprême des forces armées de la police, est en train de travailler des mains de maître pour que nous puissions trouver une solution par rapport à l'insécurité et que la paix, la sécurité soit instaurée dans ce pays. Je suis auditeur, j'ai fini au Thiès. Lorsque on donne cours ou lorsqu'on donne cours, on vous dit aucun pays ne peut se développer sans la sécurité, sans la paix. Et donc le chef de l'État s'est lancé dans cette optique de trouver d'abord la paix. Voilà pourquoi il a donné pas mal de moyens, beaucoup de moyens, si vous voulez, à notre armée pour que l'armée monte en puissance comme aujourd'hui. Nous gardons la 7e position. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions fixer l'ennemi, que nous puissions les déloger si les sols congolais et que les Congolais et Congolais puissent aller faire leurs champs, leurs fermes librement que d'être tués comme des moutons, comme des bêtes. Donc je pense que c'est des droits que nous puissions défendre dans notre pays. Il ne s'agit pas bien entendu des massacres parce que nous n'avions pas traversé de l'autre côté de la frontière. Non. En fait, je parle de FARDC. Ils ont alerté ou ils ont communiqué sur le massacre commis par les terroristes du M23 sur merci, la population de Rutshuru. Je condamne cela parce que ils sont en train de faire leur sale besogne. Je condamne cela. Mais il ne suffit pas seulement que nous puissions alerter, il faut que nous puissions passer à l'action comme on est en train de faire. C'est le plus important. Je pense que notre armée aujourd'hui a au moins les moyens nécessaires, la logistique pour que nous puissions arriver à en finir avec l'insécurité et que la population aussi soit derrière notre armée. Lorsqu'il y a déjà l'alerte comme ça, lorsqu'il y a déjà une information allant dans ce sens des massacres, je pense qu'il faudrait que toute la nation soit debout. C'est comme avec Charlie Hebdo, ce qui s'est passé, je crois, à Paris. C'est toute la France qui était debout. Mais ici, chez nous, c'est comme si, à un certain moment, nous commençons à nous habituer aux morts, aux maîtres. Pourtant, ce sont nos frères et sœurs qui Justement. sont... À cette idée, il y a de Congolais qui se posent la question, ils se disent jusqu'à quand le pays va continuer à user de la politique de dénonciation plutôt que de passer justement à l'action. Et là, on voit l'exemple de l'Israël qui s'est mis directement à l'attaque face à la Palestine. Voilà. Non, je pense que nous sommes déjà passés à l'action. Il ne faut pas que nous puissions peut-être faire semblant par rapport à cette question. C'est pas pour rien que je vous ai dit ici
que nous sommes en train de récupérer pas mal de territoires, des villes, des passions où il y avait, bien entendu, les M23. C'est des 4 jours ici. Nous suivons avec vous, d'ailleurs vous êtes une grande journaliste, madame, que nous sommes en train de fixer l'ennemi. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir la fixation, soit le délogement de l'ennemi s'il n'y a pas une action. Nous sommes en pleine action. Mais écoutez, nous sommes ces grands pays qui respectent aussi, si vous voulez, les procédés dans une organisation où nous nous retrouvons. Il y a eu un cessez-le-feu, il y a eu une organisation, bien entendu, ou un dialogue pour que ces gens-là puissent se déloger. De même, et s'ils ne le faisaient pas, nous allons passer à l'action. Étant donné que nous sommes en train de respecter la procédure au niveau de la CAC, au niveau de la force régionale, nous allons y arriver. Mais le plus important est que nous sommes en pleine action. Si on n'était pas en pleine action, et donc même Kinshasa serait déjà tombé. C'est vrai, M. Félix, vous dites que les pays sont en pleine action, oui, mais si, d'une part, les pays en pleine action en train de récupérer ces territoires et que, de l'autre côté, l'ennemi s'installe encore, est-ce que ce n'est pas le même travail qui sera encore fait? On ne va pas parler d'avancer si à gauche on récupère et qu'à droite l'ennemi s'installe. Non, écoutez, depuis que nous avions commencé à récupérer pas mal d'endroits, l'ennemi ne s'installe pas. L'ennemi tombe en embuscade, puis on met fin à leur résistance. Et puis l'armée occupe toutes ces places, tous ces endroits qui sont récupérés. Le plus important ici, Madame Tania, c'est de prêter main forte, bien entendu, à notre armée. C'est de croire qu'aujourd'hui, notre armée n'est plus celle qui était il y a 5 ans, 10 ans ou 3 ans. L'armée aujourd'hui est dans une très bonne position, et cela c'est par rapport au sacrifice consenti par les chefs de l'État. Et donc moi je me dis, à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions renvoyer tout à la casserole. Il faudrait que nous puissions reconnaître qu'à un moment, Tshisekedi a changé des méthodologies par rapport à la guerre. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de fixer. Donc je ne vois pas l'ennemi qui vient encore récupérer un bastion, un endroit qu'on aurait ou qu'on a eu à récupérer. Parce qu'on parle, on signale dans le communiqué qu'il y a un mouvement terroriste qui s'est installé à Kisigari, dans le territoire de Rutshuru, qui a occasionné ce massacre. Voilà pourquoi nous parlons de FRDC qui récupère un coin et que l'ennemi part s'installer ailleurs. Sinon, est-ce que le mieux ne serait pas que les FARDC s'y prennent en charge? Ça veut dire passer à l'attaque. Ce ne serait pas ça la solution. Nos FARDC se sont déjà prises en charge, comme vous le dites. Et nous passons à l'action. Ni qu'était l'intervention des FARDC. Donc Goma et Bukavu seraient déjà tombés. C'est parce que nous sommes en train de résister. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, pas seulement, bien entendu, notre armée, mais il y a aussi nos compatriotes, nos populations, comme nos compatriotes au Wazalendo, qui sont d'ailleurs au front. Je pense qu'il faudrait que tout Congolais puisse s'aligner derrière nos compatriotes pour dire qu'écoutez, ça n'est de trop, nous devons en finir avec la guerre. Nos FARDC, ce sont des professionnels. Je suis très content parce qu'aujourd'hui où nous parlons, il y a eu beaucoup d'hommes en uniforme et femmes qui ont été formés à l'extérieur du pays, que ce soit en Égypte, en Israël, en Suisse d'ailleurs. Et ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, c'est quand même satisfaisant. Nous croyons certainement que si nous continuons comme ça et que le gouvernement continue à mettre encore beaucoup de moyens comme il est fait, eh bien, on aura à en finir avec la guerre. C'est le plus important. Alors, monsieur Félix Kayembe, voir le Wazalendo prendre les responsabilités, c'est-à-dire c'est décider de défendre l'intégrité territoriale, est-ce que cela ne signifie pas que le FARDC ne prenne pas, en tout cas, ce courage de pouvoir attaquer, raison pour laquelle le peuple congolais, la population s'est décidée de pouvoir attaquer à la place de FARDC? Loin de là, l'armée a toujours été au front, l'armée a toujours été dans toutes les guerres que nous avions connues dans notre pays. Je pense ici, c'est un sursaut patriotique, si je peux le dire ainsi. Les sursauts patriotiques se fait lorsque l'armée peine un tout petit peu d'attaquer. Non, c'est un sursaut patriotique
où les compatriotes ont compris qu'il ne faut pas que nous puissions seulement laisser l'armée. Ça, c'est une question, bien entendu, nationale, c'est une question des nations, c'est une question des pays. Et donc, ça ne concerne pas seulement l'armée. L'armée, ce sont des hommes et femmes qui sont congolais. Les Ouazalais, ce sont des hommes et femmes qui sont congolais, comme moi et vous, Nathan, si c'est Plateau et Madame Tania. C'est-à-dire, c'est la prise de conscience de la population congolaise qui se dit, pour ce qui est de la sécurité du pays, eh bien, ça ne relève pas seulement du président de la République ou soit de l'armée, c'est une question nationale. Et puisqu'il s'agit d'une question nationale, eh bien, il faut que nous puissions nous y rendre, nous tous, au front et en finir avec. C'est à féliciter. Ce n'est pas parce que l'armée est en perte de vitesse, non. D'ailleurs, je venais de vous dire, notre armée a connu une montée tout à fait significative, parce que nous gardons où nous sommes à la 7e position, mais lorsque la population s'adjoint aussi à l'armée, il y a de quoi saluer cet acte patriotique. C'est à saluer. Alors, M. Félix Kayembe, c'est vrai, le gouvernement a rejeté l'option de négocier. Félix Tshisekedi l'a dit, c'était au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi a dit que le gouvernement ne va pas négocier, mais pendant ce temps, le rebelle continue toujours à nous attaquer. Mais est-ce que cette option de ne pas négocier pourrait mettre justement notre pays en position où les rebelles vont continuer toujours à nous attaquer? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait cette fois-ci penser aussi à cette option de négociation, mais tout en essayant de rectifier certaines choses et éviter de faire adhérer justement le rebelle au sein de l'armée pour que cela ne se fasse pas comme c'était auparavant à l'époque de Joseph Kabila? Ça serait être lâche, ça serait être naïf d'accepter que nous puissions dialoguer avec les M23. C'est-à-dire un pays agresseur qui tue, qui viole, et que nous puissions nous mettre à la table pour négocier. Nous allons négocier quoi? Nathan, tu es chez toi à la maison, un ennemi vient, viole tes enfants, tue et pille, et toi tu te mets à la table pour négocier avec lui. Tu dois négocier avec lui quoi? Tu seras traité alors de naïf. Tshisekedi, qui est un produit fini de la population congolaise, qui est un homme debout dans ses pieds, dans ses bottes, a refusé de négocier avec les agresseurs, et nous, peuple congolais, nous les soutenons dans cette position-là. Sinon, ça serait un Congo bashing. Et puisque Tshisekedi n'est pas un porteur d'un Congo bashing, voilà pourquoi il a refusé de négocier avec ces gens-là. Et nous n'allons pas négocier avec eux, nous ferons entendre les cris, bien entendu, de la force, jusqu'à tel point nous allons les déloger sur les sols congolais. C'est le plus important pour nous. Moi, je pense, la position qu'a prise son Excellence, Monsieur le Président de la République Tshisekedi, de ne pas négocier avec ces barbares, ces assassins, ces individus qui ont traversé la frontière pour venir ici chez nous en quittant le Rwanda, eh bien, ça ne demande aucun dialogue, ça ne demande aucune négociation, et nous n'allons pas accepter de ce terrain-là. Ce n'est pas notre pain. Ici, il s'agit de la mobilisation populaire, de la conscience nationale, du patriotisme tous azimuts, pour que nous puissions rester derrière les commandants suprêmes des forces armées, de la police et de l'armée, de nos institutions, et que nous puissions mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Point barre. Monsieur Félix Kayembe, est-ce que le gouvernement n'arrive pas à briser, le cycle de violence qui continue à faire ses preuves dans le pays? Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a eu carrément, on va dire, l'ultimatum du VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a demandé aux terroristes du M23 de quitter toutes les zones occupées, alors que en date du 24 septembre, et là nous sommes en octobre carrément, et que ces derniers ne sont pas partis. Je pense que le plus important ici, c'est la position qu'a prise le gouvernement, en demandant à ceux qu'ils puissent quitter, et que, au cas où ils ne quittent pas, nous allons attaquer ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Vous aviez suivi vous-même qu'il y a un changement sur le terrain, l'ennemi est en train d'être fixé. Au-delà de toutes les déclarations, il faudrait que nous, peuple congolais, nous puissions comprendre aussi le rôle qui est le nôtre. C'est-à-dire, quel rôle que nous devons jouer
aux côtés de nos frères d'essai, aux côtés du commandant suprême des forces armées de la police, aux côtés, bien entendu, de nos institutions, pour que nous puissions en finir. Ce n'est pas une question de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre Christophe Lutundula. Ce n'est pas une question de son Excellence, Monsieur le président de la République, mais c'est une question de toutes les Congolaises et Congolais. C'est comme ça que moi je dis, avec ces sursauts patriotiques de nos compatriotes qui sont à l'est du pays, il faudrait que nous qui sommes de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, que nous puissions prêter la main forte à cela. Bon, c'est de bonne guerre aussi. Ce n'est pas parce que Lutundu l'a dit, eh bien, ça va se faire pour un bâton magique. Ce sont des gens qui sont ici pour des raisons économiques, pour piller et chercher comment avoir des terres. Mais ils vont déchanter d'ici là, ils vont déchanter dans les jours qui viennent, d'autant plus que la conscience nationale est active par rapport à la défense de notre nation, par rapport à la défense de nos richesses et aussi bien de notre terre. C'est le plus important. Nous nous sommes déjà engagés dans cette démarche pour que nous puissions en finir avec cette insécurité et que nous puissions nous dire c'est un combat des uns, pas des autres, mais plutôt que nous puissions dire c'est un combat de nous tous. Mais est-ce que ça ne fait pas de trop, je veux dire, des promesses ou que dire que nous passerons à l'action, des mesures seront prises alors que la situation n'évolue pas tellement? C'est pas un discours qui est déjà entendu, ça. Parce que le Congolais veut être rassuré, surtout à 3 mois des élections, je le rappelle. Donc moi je pense qu'il ne faut pas que nous puissions croire comme si c'était quand même une casserole, on met de l'eau, on prépare les faux et puis on mange, c'est fini. Non, il s'agit d'une guerre. Et puis une guerre... Il doit y avoir des avancées, mais il s'agit d'une guerre à symétrie variable. Par rapport à ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, ce n'est pas seulement le M23, c'est le Rwanda, c'est d'autres pays qui sont derrière ces gens-là. Nous sommes en train de livrer un combat ou une guerre contre autant de pays, même au niveau occidental. Voyez-vous un peu? Donc moi je me dis, oui, nous avions déclaré pour que ces gens-là puissent libérer les sols congolais. Et cela ne veut pas non plus dire que nous avions croisé les bras, mais plutôt nous sommes en train de travailler pour que nous puissions en mettre fin. C'est le plus important. Vous savez, lorsque vous commencez une guerre, vous pouvez en savoir la date du début, mais la date de la clôture ou le jour que cela doit prendre fin, vous ne savez pas. Le plus important, c'est la détermination que nous avons. C'est la détermination qu'a son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est la détermination quand même nos forces armées, notre armée, qui a laissé ses femmes, ses enfants, et tout être au front, en train de défendre les pays. C'est le plus important pour moi. Je pense que la guerre, on ne la gagne pas parce qu'on a déclaré. La guerre, donc, on la gagne. Ce n'est pas le moment la guerre, on la gagne lorsqu'il y a la détermination, lorsqu'il y a la conviction. Étant donné que nous avons la détermination pour que nous puissions finir avec l'insécurité du pays, et donc nous allons gagner cette guerre-là. Étant donné qu'il y a la conscience nationale qui est active et debout, nous allons finir avec cette guerre-là. Étant donné que nous avons les sursauts patriotiques aujourd'hui de tous les Congolais, de tous les bords, et donc nous allons finir avec cette guerre-là. Vous savez, ceux qui touchent à l'est du pays, touchent ceux qui sont à l'ouest, au sud et au nord. Nous avons ce sang de Congolais qui coule dans nos veines, et donc quand j'apprends qu'il y a une portion de terre, je ne sais pas dans quelle partie du pays, est prise par un étranger, nous nous tenons debout comme un seul homme pour que nous puissions mettre fin à cela. C'est cela, les côtés positifs des Congolaises et Congolais, où nous mettons nos différents de côté et nous disons d'abord la patrie. Et donc Tshisekedi a réussi avec cela. Alors, monsieur Félix Kaïmbé, Madame Ten a annoncé au cours de cette émission que le gouvernement congolais s'est décidé de faire partir la force régionale, l'EAC, d'ici le 8 décembre. Mais monsieur Félix Kaïmbé, l'EAC venu en RDC, l'EAC, le militaire justement, ont été payés et le résultat a été négatif et le gouvernement prend une décision de le faire partir en décembre. Est-ce une perte de la part de notre pays? Écoutez, nous ne pouvons pas parler d'une perte lorsqu'il s'agit de la sécurité du pays. Nous ne pouvons pas parler d'une perte lorsqu'il s'agit, bien entendu, de la sécurité de nos âmes. C'est ça, il faut le dire. Mais aussi, il faut dire que c'est un gouvernement responsable. Et ce n'était la haute responsabilité du gouvernement
eh bien, le gouvernement ne pouvait pas demander à la force de l'EAC de quitter le sol congolais. Certainement, c'est avec la pression de la population. Raison pour laquelle le gouvernement... Non, le gouvernement n'agit pas par la pression de la population. Le gouvernement agit par rapport aux résultats. Parce que les informations qu'a Félix Tshisekedi, le président de la République, le Premier ministre et les autorités du pays, ces informations-là, moi et vous ne l'aurons pas. Écoutez, c'est comme ça que nous disons que le gouvernement n'agit pas par la pression. Mais étant donné que l'on a fait un constat, que la mission pour laquelle l'on avait invité cette force régionale, c'est les sols congolais, on n'a pas eu 5 sur 5 par rapport à ce que les Congolais et Congolais attendaient, eh bien, il faut à ce que nous puissions orienter notre vision autrement, étant donné que notre armée est en train de monter en puissance. C'est le plus important. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas seulement me parler de la force régionale, il y a aussi la MONUSCO, où le chef de l'État avait demandé au haut de la tribune, bien entendu, des Nations Unies, pour que la MONUSCO puisse partir. C'est là, c'est en connaissance de cause par rapport à la force qu'a aujourd'hui notre armée. Et nous disons, nous sommes à même de faire ce que ces gens-là ne font pas sur le Congolais. Au lieu que nous puissions dépenser de l'argent, parce qu'il faut dire qu'il n'y a aucun secteur comme de la sécurité, comme celui de la sécurité, où l'on dépense beaucoup de moyens, où l'on dépense beaucoup d'argent. Donc nous pouvons orienter cet argent à nos FARDC et que ces dernières puissent faire encore un bon travail. Monsieur Félix Kayembe, certains opposants avait au moment dit que le gouvernement ne devrait pas faire venir l'EAC. Pourquoi? Parce que l'EAC est composé de pays qui agressent la République démocratique du Congo. Est-ce que c'était une erreur de pouvoir le faire venir et puis de leur payer? Pourtant, nos militaires ont besoin de cet argent parce que nous connaissons comment ils se battent. Nos militaires, nous savons comment ils sont forts. Est-ce que c'était une erreur de leur faire venir et de leur payer toute cette grosse somme en lieu et place d'orienter cela au FARDC? Loin de là, ce n'était pas une erreur, c'était juste une question, bien entendu, de trouver des solutions par rapport aux problèmes qui sont les nôtres. Et je pense que dans cette organisation de l'EAC, ce ne sont pas tous les pays qui nagent au même rythme. Il y a de ces pays qui sont avec nous. Seule l'armée burundaise, Félix Tshisekedi l'avait dit. C'est comme ça que j'ai dit. Il y a de ces pays qui sont avec nous, qui sont, si vous voulez, clairs et transparents par rapport à la question. Mais lorsque l'on trouve qu'il y a d'autres pays qui sont peut-être complices par rapport à ce qui se passe à l'est du pays et les Rwandais, voilà pourquoi la décision courageuse a été prise pour que cette force puisse vider les sols congolais. Alors, est-ce que vous pensez que c'était aussi, je reviens avec la question de Nathan, une bonne idée de renouveler leur mandat de la force régionale, justement, pour une seconde fois, alors qu'il y avait déjà les résultats palpables sur le terrain? À la première expérience, ça paie ou n'est pas. À la deuxième, ça paie. Voyez-vous? Donc, il faut toujours aller dans ce sens-là. Mais est-ce que les décisions prises en matière de la sécurité pour l'Est de la RDC, vous pensez que ce sont toujours de bonnes décisions qui réussissent ou ce sont des décisions qui n'aboutissent pas et qui changent à chaque fois? Ce sont des très bonnes décisions. Ce sont des très bonnes décisions. Moi, je vais vous prendre à témoin par rapport à la décision d'ailleurs de l'état de siège. Voyez-vous que ça réussit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une baisse sensible, bien entendu, en termes de l'économie, où le Rwanda pouvait exporter les choses chez nous pour amener chez lui. Le Rwanda ne sait plus faire cet exercice par la simple raison que nous sommes en train de travailler avec l'état de siège. Moi-même, j'étais parti à Bunia, à Aru, à Mahagi, je suis allé à Tchomia, et à Kassenyi, j'ai trouvé qu'il y avait certains villages où il n'y avait plus les Congolais. Par la simple raison, je vais y aller, décider, je vais y aller. Où il y avait bien entendu les villageois, les villages qu'on avait incendiés et tout, mais ils sont rentrés dans leur village par les biais de l'état de siège. Je pense que c'était une décision courageuse, pertinente qui a été prise. Et aujourd'hui, il y a les résultats. Si vous voyez aujourd'hui Kigali, ces petits messieurs des Kagame en train de pleurer de sa langue maternelle, c'est parce que cette décision qui a été prise pour l'instauration, bien entendu, de l'état de siège, aujourd'hui, ça fait quelque chose de très important. Et j'ai vu les écoles être construites, j'ai vu les hôpitaux être construits, des routes et tout, des grandes infrastructures
à l'est du pays. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec l'état de siège, eh bien, l'ennemi ne sait plus opérer comme il opérait il y a 3 ans. Alors, l'EAC est en train de partir, la MONUSCO également. Est-ce que cela voudrait dire qu'il faudrait que le gouvernement se concentre maintenant rien que sur le renforcement des FARDC? Vous l'aviez dit d'ailleurs bien, Madame Tania. Je pense qu'il ne faut pas que nous puissions toujours voir comme si le gouvernement doit faire. Le gouvernement fait déjà. Je vous ai dit ici que moi j'ai fini au Thiès, où on a été formé par les généraux d'ici, de Belgique et France. Ils vous disent qu'aucun gouvernement n'a fait comme le gouvernement congolais, d'autant plus qu'aujourd'hui notre armée monte. Vous aviez vu vous-même avec un nouvel équipement en termes de détenus, de logistique, de formation et tout. C'est-à-dire que l'armée aujourd'hui est devenue une armée forte, parce que le gouvernement est en train de faire. Vous n'avez qu'à voir encore la proposition de la loi budgétaire qui a été soumise à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, où nous vous parlons, il y a une quote-part, bien entendu, consistante, qu'on a été affectée pour l'armée, et le budget de l'armée est en train d'augmenter. Aussi, quand vous voyez l'équipement, je l'ai dit, dans des camps, on est en train de faire en sorte que nous puissions avoir des lots, des écoles dans les camps militaires. Les chefs de l'État lui-même en ont soupé ou mangé, si vous voulez, avec les femmes militaires, c'est-à-dire, lui est en train de mettre beaucoup de moyens pour l'armée et que l'armée puisse monter. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une très bonne position avec de nouvelles recrues, plus de 50 000 hommes en uniforme. Ça montre à suffisance que le chef de l'État est en train de s'investir totalement pour notre armée. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes en direct de CML 13 Télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Le magazine se mêle chez vous et a le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Félix. C'est avec lui que nous sommes en train de changer. Il est, je rappelle, cadre au sein du parti politique UDPS et coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Monsieur Félix, je reviens à vous pour parler cette fois-ci de l'élection avec la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Pensez-vous que face au leader de l'opposition, le président a encore une chance de remporter les élections? Merci beaucoup pour la question, Madame Tania. Je pense que, comme je vous l'ai toujours dit sur ce plateau et ailleurs, entre Félix Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Et ce mariage n'est pas prêt pour être divorcé, ni pour être rompu. De par les bilans de Tshisekedi, de par les réalisations de Tshisekedi, vous êtes sans oublier que c'est le peuple congolais qui a fabriqué Félix Tshisekedi. Et Tshisekedi sans le peuple congolais, il n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi avec le peuple congolais, il est Tshisekedi. Et donc c'est difficile de dissocier les deux. Vous n'avez qu'à voir lorsque nous sommes partis le samedi pour accompagner Félix Tshisekedi, le soleil était suspendu sur la ville-province de Kinshasa. Les gens ont passé nuit à la CENI, la nuit du vendredi, jusque samedi. Je vis une marée humaine sur le boulevard. C'est comme si c'était une ville morte. Et donc Tshisekedi est celui qui est venu avec la renaissance, remontada comme lui-même l'a dit, pour une économie. Il va le faire. Il est venu avec, madame. Moi qui te parle, j'avais 2-3 nièces que j'ai scolarisées chez moi à Mweneditu. Aujourd'hui où je vous parle, madame, je n'en vois rien. Parce que l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement de base est d'application. Et je vous dis, nous avions récupéré pas mal de 5 millions, pas moins de 5 millions d'enfants sur les bancs de l'école qui peuvent parler français comme vous, Madame Tania, écrire comme moi. C'est pour vous dire que Tshisekedi, c'est un produit fini de la population congolaise. Maintenant, parlons-en des candidatures. Il y a des candidatures mineures. Et des candidatures majeures. Non, pas des candidatures. La candidature majeure. Ok. Donc, la candidature de Félix Tshisekedi, c'est une candidature majeure. La candidature de Tshisekedi, c'est une candidature consommable sur le marché électoral, acceptable et recommandable. Les candidatures de Fayoulou, de Mukwege, de Katumbi, de Muzito, de tous ces gens-là, ce sont des candidatures mineures. Lorsque vous prenez Moïse Katumbi,
il était gouverneur du Katanga. Les Katanga attendaient Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kipushi, Kambov, Kalemi, Moussochi, toutes ces villes-là. Les gars n'ont rien fait. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était juste de bricoler des petites routes au centre-ville de Lubumbashi. Ah bon? Je m'en souviens, madame. Ok. Maître Pascal Nyembo Muyumba déclara ceci: Moïse Katumbi s'est enrichi plus que les Katanga. C'est Maître Pascal Nyembo qui l'a dit. Oui. Ça reste à vérifier. Non, vérifie, monsieur. Nous pouvons pallier avec toi au même $1000. Oh. Il a dit ceci. Il a dit à monsieur Katumbi que monsieur, tu seras arrêté parce que tu es en train de détourner l'argent des Katangais et Katangais. Maître Pascal Nyembo l'a dit. À quelle occasion? C'était pendant qu'il était descendu à Lubumbashi. Lui, Moïse, était gouverneur. Et il a parlé de ça. Je l'ai dit ici et il me suit. Deuxième chose, madame. Lorsque Kabila est descendu, on a posé la question à Maître Pascal Nyembo. Posez la question à Maître Pascal Nyembo. Posez la question. La vidéo est là. Lorsque Kabila est descendu à Lubumbashi, Kabila a dit ceci: il n'y a aucune province où j'ai investi et j'ai envoyé beaucoup d'argent comme les Katanga. Mais quand j'arrive ici, je vois qu'il y a de la pauvreté tout au long de la route. Moïse Katumbi, madame, a mis la Gécamine à banqueroute, c'est-à-dire en faillite. Moïse Katumbi a mis la SNCC en faillite, madame. La SNCC. Moïse Katumbi, soyez calme, monsieur. Je sais que tu es de Moïse Katumbi, sois calme. Non, s'il vous plaît. Je voulais dire. Et tu t'es bien agité pourquoi? Oui. Laisse-moi terminer d'abord. La SNCC dépend justement du gouvernement central et non du gouvernorat provincial. Monsieur Moïse Katumbi, j'ai dit et j'insiste pour que tu entendes pour la énième fois, il a mis la SNCC à genoux. Oui, les Congolais sont d'accord avec moi. Vous savez ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a acheté, il a créé sa propre entreprise de transport qu'on appelle Akuna Matata. Des tracks et des remorques qui emportaient qui transportaient les minéraux pour la Zambie et ailleurs. Des accusations. Et donc je pense que ce monsieur n'a aucune leçon à donner au peuple congolais. Il a mis la Gécamine à genoux. Il a créé lui-même ses propres entreprises minières. Tenke Fungume, je ne sais pas, et tant d'autres, mining et tout. Et donc, je pense que ce monsieur n'a rien à donner au peuple congolais. Alors, et donc, lui s'est fait plus riche que les Katanga et il va venir aujourd'hui gérer les Congo. Vous savez, mon cher ami, nous sommes dans une organisation mondiale. Les pays comme les nôtres ici ne vivent pas en vase clos, où vous serez chez vous avec votre femme et vos enfants en train de parler. Il faut être dans les conseils des nations. Regardez Moïse Katumbi. Il a un problème sérieux de communication. Il ne connaît même pas parler français. Non, s'il vous plaît. Il ne connaît même pas parler swahili, monsieur. Non, soyez calme, monsieur. Alors, monsieur Félix Kaïmbe. Lorsqu'il vous dit, non, soyez calme, monsieur. Je n'ai pas terminé. Laissez-moi. Non, écoutez. Lorsqu'il vous dit, vous ne pouvez pas être dans un bureau climatique. Comprenez un peu. Ok? Il parle un peu. Un tel monsieur qui a même qui veut couper le souffle lorsqu'il parle, est-ce qu'il doit aller nous défendre au niveau des conseils de nation? Monsieur Félix, voilà nous défendre. Laissez-nous aussi vous poser des questions. Vous aviez dit que Moïse Katumbi a mis la Gécamine par terre. Il s'est enrichi plus que le Katanga. Est-ce que vous voulez nous faire croire ici sur ce plateau que Moïse Katumbi est plus fort que la justice? Parce que si seulement ce que vous dites est vrai, la justice devrait l'interpeller. Et puis l'arrêter. Pourquoi pas les condamner? Parce qu'il s'est enrichi plus que le Katanga. Parce qu'il a détruit les entreprises publiques de l'État. Écoutez, monsieur, je pense que la justice a sa vitesse et sa méthode de travailler. Moi, je pense, à ce moment ici, il faut que nous puissions porter, nous les Katangais, que nous puissions porter plainte à M. Congolais. D'abord, nous les Katangais. Nous puissions porter plainte à M. Moïse Katumbi parce qu'il a mis les Katanga à genoux. Non, mais c'est à la justice de s'en saisir. Oui, je l'ai dit, monsieur. Il a mis les Katanga à genoux. Parce que cela ne s'est fait pas. Ce monsieur n'a pas géré les Katanga comme il le fallait. Il s'est fait beaucoup d'argent que les Katanga. L'argent qui était affecté, bien entendu, pour le développement de la ville, pour le développement du Katanga, lui a mis cela dans sa poche et il s'est fait trop riche.
Je pense que nous ne pouvons pas accepter cela. Regardez Jacques Kaboula aujourd'hui. Lorsqu'il arrive, Lubumbashi est en train de se revêtir de sa plus belle robe d'autant. Regardez là-bas, Madame Fifi Masuka est en train de faire du bon travail. Mais les gars étaient là, en train de construire seulement les stades de Kibasa Madiba, de Mazembe, et il était ailleurs, monsieur. Ici, il est question de défendre la nation. Justement. Mais lorsque vous prenez monsieur Matata Ponyo, celui-ci était premier ministre. Vous détaillez l'un après l'autre. Laissez-moi le temps, monsieur. Celui-ci était premier ministre. Qu'est-ce que Matata Ponyo a fait? Il achète 4 avions amortis de Congo-Ouest. Le tout premier vol, monsieur, de Kimpavita, est allé rester à Kisangani. Combien aujourd'hui? Le deuxième... Attendez, madame, vous êtes de Matata Ponyo. Non, non. Deuxième chose. Il ne faut pas nous deuxième chose. Deuxième avion. Deuxième avion. Les Congolais entendent ce que moi je dis parce que c'est vrai. Non, attendez-vous à ce que l'on puisse également opposer des avis à ce que vous dites. Je vais bien. Deuxième chose, le deuxième vol d'un avion, Patrice Emery Lumumba, est allé rester, je ne sais pas dans quelle province. L'immeuble, soi-disant intelligent, le monsieur a déboursé beaucoup d'argent, mais c'est autre chose. Le véritable immeuble intelligent aujourd'hui, Madame Tania, Monsieur Nathan, à mes frais, après cette émission, je vous amène en face du ministère des Affaires étrangères, où vous allez voir l'immeuble du centre financier. Construit par Tshisekedi. Et le saut de mouton que nous avons ressemble au saut de mouton de l'extérieur. Hier, je t'ai vu sur ta voiture, tu étais sur le saut de mouton de Mandela, tu as dit, c'est comme si j'étais à Paris. Toi, madame. Oui, donc je pense que à un certain moment, tu dois reconnaître que Tshisekedi a innové les choses. Et donc, Matata Pognon, qui a des problèmes de Bukangalozo, qui a des problèmes de lazarisation, c'est le monsieur, ne peut pas gérer ces pays. Il a mis la bancarisation. Vous savez que les fonctionnaires aujourd'hui perdaient au moins autant de centimes d'argent. Et cet argent-là partait où? Mais quand il y a eu un audit, les fonctionnaires se sont retrouvés quand même avec un salaire consistant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a un changement. Le monsieur a construit seulement Kindu Natal avec son université et ses écoles. C'est celui-là que vous voulez nous parler d'un premier ministre. Et quand vous prenez maintenant les messieurs... Oui, c'est voilà, Kindu fait partie de la RDC. Apana kuiba mfranga ya benye we. Unaiba mfranga unakuwa unayenga hapa après tu unalipa masomo ya mzuri. Tu vas Kindu akata la ville. Non. Le dossier est d'ailleurs en cours. Et donc, lorsque vous prenez, vous ne pouvez pas lorsque vous prenez Fayoulou, lorsque vous prenez Fayoulou, c'est la contradiction de lui-même. C'est la symbolique de la contradiction. Si vous voulez savoir la définition de la contradiction, c'est Martin Fayoulou Madidi. C'est monsieur en 2018. Il vous dit, je n'irai pas aux élections avec la machine à voter. Nous avions dit, avec ou sans la machine... Non. Exactement. C'est ça un homme politique. La vérité, monsieur Félix Aïbé, la vérité, cette vérité-là, vous n'aimez pas aussi le dire. Écoutez, nous avions... Écoutez, Félix Tshisekedi également avait appelé cela la machine à voler. Et puis après, il a changé. Nous avions refusé la contradiction. Nous avions refusé la machine à voter à un moment. Et lorsque nous avions compris que les pièges, c'était de dire qu'on ne doit pas changer la machine à voter, que nous puissions aller aux élections et que nous puissions nous rebiffer par rapport aux élections, voilà pourquoi Tshisekedi dira ceci. Sa face célèbre d'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés en 2018, avec ou sans la machine de la voter, nous irons aux élections. C'était pour mettre l'élection. Il n'y a pas une contradiction. Non. Tout comme Fayoulou également avait changé. Il n'y a pas, écoutez monsieur, il n'y a pas eu une contradiction. Tu sais qu'il est resté lui-même, égal à lui-même. Il a dit ceci. Avec, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Il a dit, avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. C'est pour dire, s'il faut aller avec la machine à voter, nous irons. S'il faut aller sans la machine à voter, nous irons aux élections. Acceptez quand même que Tshisekedi également avait appelé cela machine à voler. Écoutez, monsieur, le plus important ici est que nous avions orienté notre base pour dire, avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. Fayoulou avait refusé. À un jour des élections, Fayoulou demandera à tous ces gens pour qu'ils aillent dans les urnes avec les bics et les papiers. Et voilà la contradiction. Et aujourd'hui où nous parlons,
M. Fayulu a refusé que ces candidats députés, les pauvres Pengue, les pauvres Nico Baengele et d'autres là ne puissent pas poser les candidatures à la députation nationale. Et voilà les messieurs. La bonne information, c'est que Fayulu n'a pas refusé. Ils se sont écoutez, d'abord, on doit lui porter une plainte parce qu'il ne peut pas utiliser la marque déposée de la Mouka. La Mouka, ce n'est pas son regroupement à lui. Et c'est à vous. Mais c'est Tshisekedi qui avait donné le nom de la Mouka, monsieur. Tu ne peux pas renier, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est le père de la Mouka. Et c'est Tshisekedi qui a fait son choix aussi pour le candidat. Et donc je disais ceci. Étant donné que la Mouka n'existe plus, c'est nous qui avions la Mouka. Les vrais la Mouka, c'est nous. L'union sacrée. Et donc nous disons, il ne faut pas que les messieurs puissent commencer à vous mentir, monsieur. Terminer avec Denis Mukwege, le docteur. Le Denis Mukwege s'affiche, qui fait peur à Tshisekedi aujourd'hui. On sent des agitations du côté de l'Union sacrée. D'ailleurs, Félix Tshisekedi est même revenu lorsqu'il a déposé sa candidature. Il s'est un tout petit peu attaqué au docteur Mukwege. Denis Mukwege, ce n'est pas une personne qui peut nous faire peur. Denis Mukwege, c'est un candidat de l'étranger. Denis Mukwege, c'est celui qui vient avec des mers légères. Non, madame, attendez. Denis Mukwege, c'est celui qui vient avec des mers légères ici pour que les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles. Et donc, nous croyons certainement, madame, nous n'allons pas laisser passer ça parce que même nos aïeux sont très mécontents de Denis Mukwege. C'est pas ce qu'il a dit. Écoutez, nos aïeux ont dit ceci. Nous sommes des Bantous. Nous ne pouvons jamais accepter que nous puissions avoir déjà d'orientation sexuelle ici. Et donc, nos aïeux sont mécontents. Ils m'ont dit, en tout cas, c'est pour vous dire ceci. Nous, on ne peut pas calculer Denis Mukwege. Nous calculons les peuples congolais. Parce que Félix Tshisekedi on ne les calcule pas, monsieur. On ne les calcule pas. Il ne doit pas confondre les bissouris à la politique. Tu ne peux pas créer un parti politique à 1 mois des élections et croire que tu dois gagner les élections. Est-ce que c'est interdit? C'est vraiment... Est-ce que c'est interdit? C'est un Congolais de... C'est interdit d'embrouiller les Congolais. C'est interdit d'amener les messes légères aux Congolais. Nous n'allons pas accepter cela. Est-ce que tu vois, toi, Nathan, amener à Papa Ngeleka un homme que voici mon fiancé, monsieur? C'est celle-ci que Denis Mukwege nous a mené. Nous n'allons pas accepter cela, monsieur. Il a dit, non. Ne prenez pas part de Denis Mukwege, madame. Non, c'est ne prenez pas part. Nous disons ceci. Un Congolais, il a vécu, ses enfants, il n'est pas à l'étranger, donc il connaît très bien. Non, il a dit qu'il a fait 40 ans. Maintenant, il était où de tous ces temps? Au Burundi? Non, il était en Europe. Non, il était au Burundi, monsieur. En Europe, en train d'étudier. Il était au Burundi. Parce qu'il a dit qu'il a fait au Congo 40 ans. Il était au Burundi. Et donc, en Europe, en train d'étudier. Non, il était au Burundi, monsieur. Et nous n'allons pas accepter que les gens viennent avec des mœurs légères ici dans notre pays. Nous sommes des Bantous. Nous restons seulement Bantous. La seule candidature majeure, c'est la candidature de Félix Tshisekedi Tshilombo. Toutes les autres candidatures. Inattaquable. Bon, comme tu l'as dit. Voilà. Une candidature inattaquable, monsieur. Irréprochable. Opposable à tous. Acceptable par tout le monde. Ça, c'est vous qui le dites. Tous ces gens-là doivent accepter que c'est lui qui doit gagner les élections. Et c'est l'impératif, c'est Félix Tshisekedi qui gagnera les élections avec plus de 80% comme le secrétaire général Augustin Kabouya l'a dit. Parce que toutes les autres candidatures là, ce sont des candidatures mineures. Très bien. Mais les 4 réunis, ils formeront une candidature majeure. Les 4 réunis auront 1,3. Parce qu'ils ne sont pas avec les Congolais. Très bien. Le problème ici est que Tshisekedi est avec les Congolais. Et ils sont avec les étrangers, les Italiens, les Zambiens, les Burundais. Nous sommes avec les Congolais. C'est ça le problème. Ok, merci. Il faut établir la nuance. Cette émission est terminée. Vous concluez en 1 minute. 1 minute. Je suis très content, Bandouko Apenzi, Sema, candidat Ouetou Félix Tshisekedi. Bakandidature yote munaona bakandidature ya bongo ya bazungu banapenda bakuye banaume na balume baowane banamuke baowane sito nakatala batata ba mama anivite ko tolobi boye biso candidat majeur ezali nde Félix Tshisekedi bakandidature biso eza bakandidature moko mineur baza bato moko bauti na poto batingi bango epa bandele po mibale ba balana na basi ba balana biso tozo boye eloko wana. Vous comprenez? Le candidat est toujours Félix Tshisekedi. Bien sûr, il y a candidature, il y a Mafi, Baloni Malo, il y a Mafi,
Fumuna Boala ya Beto Nde Félix Tshisekedi. Bakandati ya Mike Wana Beto Bitaba Vert. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci à Nathan pour la co-présentation. Merci beaucoup à Madame Tania. Quand c'est avec Monsieur Félix Kaimbe, ça chauffe et ça tire toujours de cette manière. Nous sommes de retour avec Fatih Béton du bon côté de l'histoire. Avec la Augustin Kabouya, Remontada et la Renaissance. Ça, tu as aimé, tu es le produit de Tshisekedi. C'est aussi ça la beauté de CML 13 Télévision. Lorsqu'on vous accorde la parole comme ça, vous êtes satisfait. Non, en tout cas, j'aime ici avec le DG Louis-Francis Cicero à Kikwiti. Non, il est là. Je l'ai salué, il est là où il est. Il a émission après nous. Ah, ok, je vais aller voir. Très bien. Mais je pense que c'est un grand Tshisekedi, c'est Louis-France. Ça reste à vérifier. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi pour le dernier numéro de votre magazine CML chez vous. D'ici là, prenez soin de vous et restez branchés au programme de votre chaîne CML 13 Télévision. Au revoir.